Bienvenue à toutes et à tous. Avant tout, je voudrais dire l'émotion que je ressens à accueillir un homme qui incarne tant de choses, tant de causes qui sont nos causes, la paix, le dialogue, la culture, les arts, la France. Pour ce rendez-vous hebdomadaire, nous aurions pu faire juif et chanteur, mais ça n'aurait pas traduit la dimension unique de cet ambassadeur itinérant pour la paix et pour la défense des enfants. Car Enrico Macias n'est pas seulement constantinois ou juif d'Algérie, il est aussi ashkénaze. Il n'est pas que français, c'est un citoyen du monde. Il n'est pas que juif, il n'est pas que chanteur, ni même seulement un immense musicien. Cher Enrico, vous êtes plus que tout cela. Vous êtes une de ces rares personnalités auxquelles chacun s'identifie et vous incarnez parfaitement cette profonde aspiration à l'universel portée par la tradition juive. C'est pour cela qu'avec Virginie Gage, nous rêvions de vous recevoir dans cette émission que nous avons naturellement appelée Juif et Enrico. Virginie. Je suis très fier. Merci Gad pour cette introduction. Effectivement, on aurait pu l'appeler Enrico tout court. Je suis très honorée de vous recevoir ce soir. C'est un immense honneur pour moi parce que normalement, je présente un peu l'invité. Je pense que ce n'est pas nécessaire ce soir. Je fais des blagues. Je vais avoir beaucoup de mal parce que quand je vous vois, en fait, je pense irrémédiablement à mon grand-père, à ses luttes qui ornaient son salon, aux immenses discussions où il me racontait que votre beau-père avait instauré, puisqu'il avait joué avec lui, une façon bien à lui de partager la recette du soir. Normalement, c'était le responsable qui prenait la moitié et puis après, ils se partageaient tous un petit peu. C'était beaucoup plus égalitaire avec votre beau-père, dont il est bon de rappeler le souvenir ici. Je repense également à mon père qui me raconte que quand son père jouait donc de la musique arabe, il dormait sur des chaises jusque très tard. Et je repense surtout à tous les juifs d'Algérie et les juifs de Constantine, parce que ce qui est très marrant avec les juifs de Constantine, c'est que quand vous leur demandez où ils habitaient à Constantine, eh ben, ils parlent de vous, en fait. Ils disent, tu vois la maison d'Enrico? Eh ben, j'habitais juste derrière, en fait. Donc, moi, je me suis dit qu'à un moment donné, Constantine, c'était la maison d'Enrico et puis tout le monde était autour, en fait. Vous voyez, c'était un petit peu comme ça que ça se présentait. Je vais pas parler très, très longtemps. J'ai juste envie de vous dire que quand j'ai annoncé votre émission, en règle générale, je reçois énormément de retours de mes amis. Et là, je tiens à saluer trois personnes. Trois personnes qui m'ont dit, dis-lui surtout qu'on l'aime. Les deux premières personnes, c'est Loïc Bégard et Céline Chabot. Respectivement, ils doivent venir de Bretagne et de Sologne. C'est des gens que j'ai connus à la fac, qui sont absolument pas juifs et qui m'ont dit surtout, tu lui dis qu'on l'adore. Et la troisième personne, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un auteur, un acteur qui s'appelle Ismaël Saïdi et qui a créé une pièce de théâtre qui s'appelle Djihad. Et il m'a dit, dis-lui surtout que quand mon père est parti du Maroc précipitamment, la seule chose qu'il a emportée avec lui, c'est les disques d'Enrico Macias. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Et surtout, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la question que tout le monde se pose. C'est Enrico, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Écoutez, d'abord, je suis très, très fier de vous, Virginie et Gad, pour sa présentation. Vraiment, j'en ai même rougi. Ça ne se voit pas, mais j'en ai rougi parce que c'est vrai qu'on est tous avares de compliments, mais quand même, à ce point-là, c'est vraiment magnifique. Dites-moi, Virginie Gage. Oui. Vous appelez Gage, hein? Oui. C'est qui votre grand-père qui jouait avec mon beau-père? Mon grand-père, c'était Gage Georges. Et il a joué avec votre beau-père. Qu'est-ce qu'il jouait comme instrument? Il jouait du violon et il jouait du luth. Ah bon. Alors, bon, c'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai joué dans l'orchestre de mon beau-père et je ne me souviens pas de votre grand-père. C'est pas grave. Je m'excuse, je suis désolé. Mais évidemment, il a dû jouer bien avant moi avec tonton Raymond et mon papa, qui lui-même était violoniste, mon père, papa Sylvain. Voilà. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux de participer à cette rencontre. Mais on est heureux aussi. Hein? Et merci d'avoir organisé ça avec tous les gens du monde entier qui veulent me poser des questions ou mieux me connaître.
c'est vraiment extraordinaire pour moi. Alors, comment allez-vous, Enrico, aujourd'hui? Parce qu'on a eu beaucoup peur pour votre santé. On a vu des nouvelles qui étaient plutôt alarmistes, alarmantes. Aujourd'hui, comment vous allez? Ben, je l'ai échappé belle parce que j'ai été contaminé par le Covid. J'ai perdu des êtres chers. Le papa de Laurent Abitbol, le beau-père de mon fils, le père de sa femme, d'autres personnes et puis des artistes qui sont des copains artistes comme Christophe, comme Manu Dibongo, tous ces gens-là, et puis le député Claude Gosguen qui était vraiment pro, qui n'était pas juif mais très pro. Un grand ami d'Israël, c'est vrai. Grand ami d'Israël. Ça, j'étais vraiment. Quand j'ai attrapé cette maladie, j'ai dit, je vais y passer moi aussi. Bon, ben, j'ai dit, si c'est mon tour, ben, c'est mon tour. Mais finalement, ce n'était pas très grave. Le Covid qui m'avait atteint n'était pas très, très grave. J'ai vite surmonté grâce aux médecins et aux soignants qui m'ont bien, bien, bien guéri. Je voudrais rendre hommage au professeur Aboulker et puis aussi c'est la fille du grand professeur Aboulker. Voilà, c'est le docteur Aboulker. Et puis aussi le docteur Rotembourg. Voilà, Rotembourg. C'est lui qui m'a sauvé. Et tout de suite après le confinement, comme quoi les choses arrivent, c'est des séries comme ça dramatiques, je sors dans la rue et je tombe. À mon avis, c'était une séquelle du Covid, parce que j'avais pas la même concentration. Vous savez, quand vous perdez le goût et goût et l'odorat. l'odorat, vous pouvez perdre aussi Bien sûr, le nord, vous pouvez perdre le sens de la direction, c'est vrai. Une concentration, ou je sais pas, du cerveau. Voilà, je me suis cassé le col du fémur. À mon époque, quand j'étais petit, quand j'entendais ça, les gens, personne ne survivait à cet accident. Personne. Tous les vieux qui se sont cassés le col du fémur sont partis immédiatement. Enfin, là où on va être tout le plus tard. Voilà. C'est une chance que je m'en sois bien sorti. Et puis, grâce à Dieu et grâce à l'amour du public, grâce à l'amour de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et mes proches, puis aussi mes amis proches et le public et la musique, j'ai pu m'en sortir. Vous avez toujours gardé votre humour. J'ai vu dans une interview que quand on vous a annoncé que c'était le col du fémur, vous avez dit c'est le fémur des lamentations parce que vous n'arrêtiez pas de vous plaindre. Non, mais même devant le radiologue, vous rigolez quand même. Ben oui, j'étais même pas encore opéré. Et, je fais une radio et le docteur qui m'a fait la radio me dit d'un air dramatique, il me dit c'est le col du fémur. Et moi, j'étais en train de crier, aïe, 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 aïe. Il me dit, c'est le col du fémur. Je lui dis, c'est le fémur des lamentations, alors. Enrico, vous l'avez dit, on est dans une période très particulière, le Covid. Même si aujourd'hui, il y a un plan vaccinal, on est encore dans le Covid et on ne sait pas quand est-ce que les salles de concert vont rouvrir. Comment est-ce que vous avez perçu le débat quand on parlait de la culture, du cinéma, des salles de théâtre, des salles de concert comme des choses non essentielles? Comment vous l'avez pris personnellement, ça? J'ai très mal pris parce que je vais même vous raconter une anecdote. Une fois, une journaliste, c'était juste après avoir déterminé la culture comme quelque chose de non essentiel, elle me pose la question, mais moi je ne savais pas. Elle me dit qu'est-ce que ça vous fait d'être un chanteur non essentiel? Je lui dis comment ça non essentiel? Bon, je ne vous demande pas de me dire que je suis le meilleur et ceci, mais non essentiel. Mais finalement, elle voulait parler de ce qu'on disait dans les journaux et de ce que disent d'ailleurs les gens du gouvernement. Mais vous savez, les gens qui ne peuvent plus aller au restaurant, qui ne peuvent plus écouter, voir des artistes, que ce soit le théâtre
ou même aller dans les musées, admirer des tableaux de grands peintres et tout ça. Bon, il reste que la lecture et encore. Ils ne peuvent même pas aller là, en acheter des livres. Alors, c'est dramatique. Les restaurants, j'ai des amis restaurateurs qui sont au bord du suicide. C'est dur. Et nous, les artistes, moi personnellement, ça fait 1 an que je n'ai pas chanté. 1 an. Sauf que dernièrement, j'ai été à Dubaï. Ah ben quand même, on va en parler. Comment c'était Dubaï, Enrico? C'était magnifique, mais le problème, c'est que le lendemain vous savez, à une seconde près, ils ont annoncé le jour de mon départ que les salles de spectacle avaient fermé aussi. Alors, vous vous rendez compte, là-bas aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes un peu partout. Mais Dubaï, j'étais content à plusieurs titres. D'abord parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté, que mon impatience allait être assouvie et satisfaite par le public, qui n'était pas, je veux dire, la salle n'était pas complète. Si elle était complète dans la jauge. C'était limité. C'était pas complet pour éviter trop de personnes. C'était complète pour la jauge qu'ils avaient décidé. Donc, ça va. Ils ont été obligés de mettre les places très chères pour pouvoir payer les artistes et tout. D'habitude, je me rends compte du prix des places parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand on met les places trop chères. Je suis un chanteur populaire, moi. Pas populiste, mais populaire. Et j'aime pas ça. Alors, bon, il faut faire avec. Mais comme c'est pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous imaginez un jour pouvoir jouer à Dubaï? Comment vous regardez aujourd'hui ce mouvement formidable de signature d'accords de paix entre Israël, Dubaï, Bahreïn? On parle du Maroc. Dans quelques mois, les Israéliens pourront aller au Maroc si on a le droit de voyager. Quel regard l'homme de paix que vous êtes pose sur ce mouvement? Ben justement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas seulement ma frustration de ne pas avoir chanté lorsque j'étais à Dubaï, ça coïncidait avec les accords d'Abraham. Et vous savez bien que moi, dans mes chansons, je parle beaucoup des enfants d'Abraham, je parle du grand pardon, je parle du rapprochement entre les Juifs et les Arabes. Donc, pour moi, j'étais comblé de voir que des pays arabes de cette dimension, qui n'ont jamais fait la guerre à Israël pour le moment, mais enfin, j'espère que jamais. Mais enfin, là pour la paix, faire la paix avec Israël, c'est un événement aussi fort que la paix avec l'Égypte. C'est là qu'on se rend compte que Sadat était un visionnaire. Parce que, voilà, maintenant, vous vous rendez compte, le Maroc va faire la paix. J'espère l'Algérie et la Tunisie. Mais enfin, bon, c'est un grand espoir. J'espère aussi l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, qui sont les gardiens de la Mecque, vous savez, j'étais dans une synagogue à Dubaï, il faut que je vous raconte. Je suis rentré il y avait un petit salon, avant la synagogue elle-même. J'ai prié avec les rabbins qui étaient là-bas. Et dans le salon, il y avait la photo du grand rabbin de New York, de l'époque Lubavitch. Et en face, il y avait la photo des émirs, des Émirats arabes réunis. Il y avait 3 émirs qui étaient juste en face de Lubavitch. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Alors, vous vous rendez compte que si jamais il y a la paix avec l'Arabie Saoudite, bon, à part les chiites qui sont contre les sunnites, mais ils vont être les gardiens de la Mecque. Israël va devenir le gardien de la Mecque et l'Arabie Saoudite va devenir le gardien de Jérusalem. Alors voilà, c'est la paix qui approche. La paix approche à grands pas. On va parler d'un pays qui vous est cher et la paix, elle reste quand même très lointaine. On va parler de l'Algérie. Ça va être très compliqué de résumer toute votre vie comme ça, mais vous avez quitté l'Algérie à 23 ans. C'est sur le bateau que vous avez écrit « J'ai quitté mon pays ». Vous avez passé donc beaucoup plus de temps en France qu'en Algérie. Qu'est-ce qui reste
de l'Algérie en vous aujourd'hui? Vous savez, même si on a coupé mes racines, elles existent toujours. Donc, je suis toujours très, très, très près de mon Algérie. C'est mon Algérie, à moi, évidemment. C'est ma terre natale. C'est l'endroit où je suis né. Et pour moi, avec l'exil, j'ai toujours envie d'y retourner. Mais tant que je ne peux pas, eh ben, je reste avec la musique et les racines et notre cuisine qui me rapproche des gens d'Algérie. Voilà. Vous n'avez pas fait le deuil de ce voyage avorté? Enfin, ça veut dire que vous vous dites pas, bon, bah, c'est pas grave, j'y retournerai pas. Vous espérez toujours y retourner, rejouer? J'espère toujours, mais maintenant j'ai 82 ans. Je sais pas. Jusqu'à 120 ans, Enrico, voir après. Merci, merci. Mais je sais pas, mais en tout cas, si grâce à mes chansons, grâce à mon comportement vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis de ma communauté, de mon peuple, du peuple juif, d'Israël, tout ça, mon appartenance, j'ai jamais changé, moi, mais ça fait partie de mes racines, tout ça. Ben, si moi, c'est pas que je me compare à Moïse, mais Moïse n'a pas eu le droit d'aller en terre promise. Alors moi, j'ai peut-être que c'est un bien, un mal pour un bien. Alors peut-être que mes enfants iront à ma place. Et vous savez, même s'il y a un arrêt de sa vie sur Terre, il y a quand même une continuité. C'est pas possible de croire soi-même que la mort est un drame pour moi-même. Non, quand j'ai perdu ma femme, ben, j'ai pas le droit d'avoir peur de mourir. Parce que mourir, pour moi, c'est naître. Voilà. Vous savez, on dit que, je ne veux pas jouer au rabbin, mais on dit que, non, quand on est sur Terre, c'est le corps qui vient au monde. Et quand on meurt, c'est l'âme qui vient au monde, qui revient. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Roger Hanin est décédé et s'est fait enterrer en Algérie, une partie de la communauté n'a pas vraiment compris. Vous avez compris ce geste-là, cette volonté farouche de se faire enterrer en Algérie auprès de ses parents? Vous savez, je n'ai pas le droit de critiquer la volonté de quelqu'un qui est parti. Et s'il a décidé, c'est sa volonté, je n'ai pas le droit de... Mais vous comprenez cet attachement viscéral à cette terre qui finalement, pendant tant d'années, vous l'a pas très bien rendu quand même, vous voyez? Comme je vous l'ai dit, je respecte la volonté de Roger Hanin. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'irai pas me faire enterrer en Algérie. Ça, c'est sûr. On va encore un tout petit peu parler de l'Algérie parce que c'est d'actualité. Le 19 janvier dernier, il y a Benjamin Stora qui a rendu un rapport pour réconcilier les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il a fait 22 propositions et finalement, il s'est dit faut arrêter les débats très intellectuels, idéologiques, les excuses. Il faut faire des choses très concrètes. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, Paris et Alger vivront une relation apaisée? Vous pensez que c'est possible? Vous savez, regardez les Émirats arabes qui ont fait la paix avec Israël. Tout est possible. Tout le positif est possible. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de mathématiques. Le négatif, c'est quelque chose qui s'élimine de lui-même. Et le positif, c'est quelque chose qui se développe. Donc, vous étiez prof de maths? C'est vrai que vous étiez prof de maths? Si la chanson, ça n'avait pas marché, vous seriez resté prof de maths? Je n'étais pas prof de maths, j'étais instituteur, mais comme il y avait la guerre d'Algérie et que on m'avait demandé de remplacer un professeur de mathématiques et j'ai prévenu les élèves, je leur ai dit, vous savez, je ne suis pas prof de maths, mais je vais vous apprendre des mathématiques comme moi j'ai appris.
C'est-à-dire que ça s'apprend avec une feuille de papier et un crayon. Voilà. Vous auriez pu rester instituteur. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie, même si vous n'êtes pas resté longtemps? Vous savez, quand j'ai fait beaucoup de choses en dehors de la musique, j'ai toujours fait de la musique, tout le temps. C'est-à-dire que j'aurais jamais pu être autre chose que musicien. Je suis devenu chanteur par la suite, mais musicien et chanteur. Et puis, mon rêve, c'était oui, ce que j'aurais pu rester, c'est continuer la musique arabe-andalouse. Ça, oui. J'ai beaucoup pensé à vous quand Idir est mort. En fait, c'est étrange parce que quand j'apprends la mort de gens, par exemple, comme Idir ou comme Rika Zaraï, je pense beaucoup à vous parce que je me dis, est-ce que vous vous sentez parfois comme un peu le dernier des Mohicans, quoi. Vous avez tous connu c'est Claude François, Gilbert Bécaud, Maï Brandt, Rika Zaraï, tous ces gens, vous les avez connus. Aujourd'hui, on est en 2021. Vous êtes en forme, Enrico. On vous souhaite jusqu'à 120 ans. Comment est-ce que vous regardez le fait d'être un peu le dernier des Mohicans, quoi? Ben, c'est normal puisque je suis arrivé à cet âge-là. Alors, je suis le dernier des Mohicans, je suis le dernier. Maintenant, je prends le flambeau de. On m'a passé le relais, si vous voulez mieux. Mais ces gens-là sont peut-être partis, mais ils sont tout le temps parmi nous, par leurs enregistrements, par leur existence même. Ils ne sont pas morts artistiquement, ils sont morts que physiquement. Voilà. Vous avez participé en... Je ne suis pas le dernier des Mohicans. Un des derniers, je ne disais pas le dernier. En 2017, vous avez participé à un formidable documentaire que je conseille à tout le monde de regarder. Un documentaire Les Magnifiques de Yves Azeroual et Mathieu Alterman qui raconte votre destin, mais aussi celui de 4 autres Nord-Africains. On va les citer: Robert Castel, Régis Tallard, Norbert Saada, Philippe Clerc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure-là? J'imagine que vous vous êtes amusé, Enrico. Oui, parce que c'était une histoire sur l'amitié. Malheureusement, sur les 5 magnifiques, comme le nom l'indique, du documentaire, il n'en reste que 2, Norbert Saada et moi-même. Là, je suis vraiment le dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ça? Vous aviez envie parce qu'un documentaire, c'est quand même quelque chose à montrer à vos enfants. Vous leur avez raconté des choses, vos enfants, vos petits-enfants. Vous aviez aussi envie que ça reste? Bien sûr. Et bien sûr, de toute façon, les questions qu'on me pose, souvent, les réponses sont dans les documentaires, dans les émissions, comme vous. Mais bien sûr, ça restera. Voilà, voilà. Et les films, Enrico, c'est une façon de vous amuser aussi quand vous êtes, quand vous faites, parce que moi, mes filles qui ont 7 et 12 ans, elles vous connaissent dans La Vérité si je mens 2 et 3, elles précisent, parce que vous n'êtes pas dans le 1. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui? C'est quoi? C'est l'envie de vous amuser? D'abord, quand on me dit que je suis un acteur, je rigole parce que c'est pas vrai, c'est pas mon métier. J'ai jamais appris à jouer la comédie. Mais j'ai la chance de pouvoir, au milieu des autres acteurs, de m'amuser comme lorsque j'étais pensionnaire ou élève dans un lycée à la cour de récréation, quoi. Pour moi, c'est une récréation. Et c'est le moyen de m'exprimer avec notre dimension. Voilà. Et c'est de m'amuser, surtout. Ça veut dire que vous pourriez en refaire du cinéma? Oui, oui. Vous refusez des choses ou pas? Des projets que vous refusez? J'en ai pas beaucoup. C'est trop dommage. Il faudrait que les gens fassent appel à vous. Enrico, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu beaucoup de chance dans cet épisode du Covid et dans ces pépins de santé. À ce moment-là, vous vous dites quoi? Vous priez, vous parlez avec Dieu. Qu'est-ce qui vous tient en haleine comme ça, en dehors des enfants, des petits-enfants? Effectivement, la famille, c'est très important. Mais est-ce que vous avez la sensation d'être né sous une bonne étoile quand même? Ben oui, si je fais le calcul de mes épreuves et le calcul de mes réussites et de ma joie,
des joies et des peines. J'ai eu plus de joie que de peine. Mais quand même, les peines sont tellement grandes. Quand j'ai perdu tonton Raymond, quand j'ai perdu mon pauvre frère, quand j'ai perdu ma femme, Suzy, ben, j'ai beaucoup souffert, beaucoup. Mais c'est pas un peu paradoxal, Enrico, parce que vous incarnez, vous disiez, je suis un chanteur populaire, dans tous les mariages, on entend vos musiques, pour nous, vous êtes la joie, et en fait, on sent une très grande mélancolie. Comment on fait pour transmettre au public que du plaisir, du bonheur, quand soi-même, on est quand même habité par la mélancolie? Non, je ne suis pas tout le temps habité par la mélancolie parce que moi, je suis un homme, j'adore la fête, j'adore les rigolades, les farces avec mes copains et tout ça. Je suis pas un homme triste, pas du tout. Mais, répétez-moi la question. Je vous demandais, est-ce que c'est pas paradoxal de donner autant de bonheur aux gens en portant quand même toutes les épreuves que vous avez portées? Voilà. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Quand j'ai des épreuves terribles, quand je suis très triste, quand j'ai de la peine, je prends ma guitare et au lieu de faire une musique triste, je fais des musiques gaies. Oui, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. Si vous voulez mieux, c'est le paradoxe. Le fait d'être triste me fait pondre la fête et la joie. Et des choses très gaies. Voilà, oui. Mais ça, c'est quand je crée, quand je suis un créateur de chansons ou de musique ou tout ça. Et c'est comme ça. En fait, c'est pour me consoler de la peine. Voilà. Vous avez signé il y a quelques années un magnifique album où vous avez invité toute la nouvelle génération à participer à des duos. Donc, vous avez revisité tous vos standards. C'est votre fils Jean-Claude, qu'on embrasse, qui a été l'entremetteur pour cette réunion, qui était en studio. Et je vous avais interviewé juste avant, il vous m'avait dit, en studio, il est plus dur que moi, c'est très très difficile. Et je l'avais rencontré à Neuilly-Cachère, parce qu'on habitait Neuilly tous les deux, et je lui avais dit, je crois qu'en studio, t'es un peu dur. Il m'a dit non, il a dû te dire que j'étais chiant. Comment c'est de travailler avec son fils? Chiant, c'est pas vrai, mais dur, oui, c'est vrai. Mais comment je fais? Parce que avant de travailler avec lui, je croyais que les rapports allaient être comme d'habitude. Vous êtes le père, il est le De fils. sa part, du fils avec le père. Vous voyez? Parce que comme à Constantine, c'est comme ça. À Constantine, moi, avec mon père, j'étais pas dur du tout. Au contraire. On est rentré en studio et il est devenu dur. Je lui en voulais. Je disais pourquoi. Puis quand j'ai pris conscience que c'était pour mon bien qu'il était dur, c'était pour que je sois meilleur de mieux en mieux dans les enregistrements et tout ça. Alors là, j'ai accepté de devenir son fils et lui mon père. Au studio seulement. Hein. Bien sûr, au studio seulement. Dans cet album, vous reprenez vos plus grands standards avec Danny Briand, Corneille, Michael Miro, enfin toute la jeune génération. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre dans la bouche de cette jeune génération vos standards, des chansons que vous avez créées il y a plusieurs dizaines d'années? Vous vous attendiez à ça, que ça traverse le temps comme ça? Vous savez, en fait, ce qui compte le plus, c'est la transmission. Quand vous transmettez quelque chose que vous avez inventé il y a des années et des années, quand les nouvelles générations se réapproprient ce que moi j'ai fait il y a des années, plusieurs années, alors bon, je suis content. Je pense que c'est une des plus grandes satisfactions pour un artiste. Vous écoutez la nouvelle génération? J'ai vu dans une vidéo Combini que vous écoutiez Aya Nakamura. Oui, j'écoute j'écoute tout ce que j'entends à la radio ou autour de moi, j'écoute, j'apprécie.
Vous vous dites pas c'était mieux avant? Il y a des choses que j'aime moins, mais en général, quand quelqu'un a beaucoup de succès, c'est pas anodin. C'est pas pour rien qu'il a beaucoup de succès. Alors moi, je suis pas comme... Vous savez, à mon époque, quand j'ai débuté, il y avait des gens qui étaient sceptiques sur ma réussite et tout ça. Et ils disaient, ouais, Enrico Macias, bon, d'accord, off. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je donne Vous dites pas c'était mieux avant? Non, non. Je dis jamais ça. Ni c'était mieux avant, ni c'est mieux maintenant. C'est non. C'est tout le temps, il faut s'adapter, il faut... non, c'est pas bien de penser comme ça, c'était mieux avant. Même quand on est en vacances, je me rappelle, il y a 20 ans, on venait dans cette ville, on venait en vacances, c'était mieux que maintenant. Pourquoi? Il y a toujours du ciel, il y a toujours le ciel, il y a toujours le soleil, il y a toujours la mer, ou alors la neige, la montagne, c'est la même chose. Hein? Vous êtes très optimiste. Ça vous vient d'où ça? C'est vos parents qui étaient comme ça? Oui, mon père était un personnage toujours optimiste. Moi, j'ai jamais vu mon père se faire du mauvais sang pour quoi que ce soit. Mon père, c'était sans souci, un sans souci. Mon grand-père, c'était un marrant. Mon grand-père était un marrant. Ma grand-mère, c'était une femme très tolérante, très généreuse. Ma maman était... Vous savez, ma maman, elle a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et malgré cela, elle avait tout le temps le sourire. Elle aimait rire, elle adorait rire. D'ailleurs, moi, je crois que j'ai hérité de ma mère parce que je ris comme ma mère. Vous avez toujours prôné la tolérance et surtout la fraternité, le fait qu'on soit tous ensemble, que ce soit juifs et arabes, mais de façon générale, d'incarner la joie pour tout le monde. Aujourd'hui, on vit quand même dans une époque où il y a beaucoup de revendications très particulières, où les gens revendiquent beaucoup leur identité propre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'époque qu'on vit où parfois c'est difficile? C'est difficile d'accepter certaines choses, mais il faut être tolérant avec tout ce qui se passe. Quand on arrive à être tolérant, on arrive à mieux supporter les souffrances de cette époque. Bien sûr, par exemple, le plus dur, c'est l'épidémie qui nous touche actuellement. Je ne parle pas parce que j'ai été contaminé moi-même, mais cette épidémie, c'est quelque chose dans le monde entier, elle a touché, c'est terrible, quoi. On dirait une guerre mondiale, quoi. Ça, je ne supporte pas. Ça, c'est difficile, on n'était pas prêt à vivre ça. Les revendications politiques et tout ça, oulala, on va rentrer dans un débat. Non, c'est un autre débat. Non, je vous parlais des gens qui se revendiquent, qui disent voilà, moi je voudrais qu'on me respecte en tant que ça, etc. On a l'impression, vous savez, il y a beaucoup de visuels qui tournent sur Facebook. Et c'est vrai qu'il y a un visuel qui dit moi, à mon époque, il n'y avait pas de noirs, pas d'arabes, on était tous des copains dans la classe. Et c'est vrai que vous avez connu cette époque-là où les revendications étaient moins importantes. Donc moi, je voulais savoir si dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, parfois, vous vous dites que c'est difficile. La fraternité, elle vit un peu des heures un peu compliquées. Vous croyez qu'elle existe encore? Vous avez le droit de me dire que vous pensez qu'on vit dans un monde qui est fraternel? Écoutez, le monde fraternel, c'est un monde que je rêve. C'est un rêve que je fais pour qu'il soit fraternel. Mais je suis très conscient qu'il n'est pas fraternel. Très conscient. Un monde fraternel... un jour, ça viendra peut-être, je ne sais pas. Mais regardez par exemple, en Israël, les séfarades, comment ils étaient traités par les Ashkénazes. Bon. Et aussi certains Ashkénazes qui étaient maltraités par d'autres Ashkénazes. Et puis les séfarades qui étaient maltraités par d'autres séfarades. Dans une famille, déjà, il y a des gens qui cultivent la différence. Il y a des frères qui sont moins bien traités que d'autres frères, et ainsi de suite. J'y peux rien, c'est le monde qui est comme ça, c'est le genre humain.
Mais un jour, ça va changer parce que je ne sais pas si c'est les épreuves qui les feront changer, mais c'est avec le savoir, avec la connaissance qu'on arrivera à faire changer les choses. C'est tout. Je ne veux pas faire le moraliste. Je comprends. Non, non, j'entends bien. Vous avez écrit des dizaines de chansons. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez particulièrement? Je vais vous faire une réponse un peu bateau. Toutes mes chansons, c'est comme mes enfants. C'est comme mes enfants, voilà. Comme mes enfants. Mais j'ai plusieurs chansons que je préfère. La première, c'est Adieu mon pays, parce que c'est celle qui m'a vu naître dans le milieu musical et tout ça. Et puis aussi dans ma propre vie et dans tout ce que nous discutons. Si je n'avais pas quitté mon pays, je ne serais pas là en train de vous répondre à vos questions et la douleur que ça a produit. Adieu mon pays et Noël à Jérusalem. C'est une chanson qui est très importante pour moi parce que je rêve un jour, j'étais devant le mur de la lamentation et j'ai vu tous ces gens-là qui se dépêchaient pour aller pratiquer leur culte, les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça. Et puis j'ai eu l'idée de faire un jour un Noël à Jérusalem. Vous vous rendez compte si un jour les trois communautés se réunissaient à Jérusalem, et regardez déjà la Mecque, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ouais. avec la Saoudite et tout ça. Et peut-être, pourquoi pas. Un jour, ça viendra. Je vous inviterai, Virginie. Ah, mais je suis à côté en plus, donc franchement, ce serait dommage de ne pas m'inviter. Comment est-ce qu'on sait qu'une chanson va devenir un tube? Moi, je connais énormément de vos chansons, des chansons que je qualifierais d'anciennes. Et je me souviens d'une chanson qui est beaucoup plus récente, qui s'appelle Les Oranges amères, qui est magnifique. Quand on est en studio, on se rend compte qu'il y a un truc particulier avec cette chanson ou pas? À quel moment vous vous dites « Ah, ça va marcher grave, ça ». Voilà. Alors, justement, je vais vous raconter. Mon fils avait reçu des maquettes parce qu'il m'avait conseillé de travailler avec de nouveaux, des jeunes auteurs-compositeurs. Et il a reçu la maquette d'Orange amère de Marc Estève. Et moi, je ne me souviens plus du... Bon, c'est pas grave. Il nous pardonnera. Ah oui, Art Mengo. Art Mengo et Marc Estève. Et mon fils avait écarté Orange amère de me faire écouter Orange amère. Il était persuadé que ça n'allait pas me plaire. Il était persuadé. Et j'étais chez lui, à Neuilly, justement, dans son appartement, et il me fait écouter Orange amère. Et d'autres chansons, j'ai dit non, c'est celle-là que je veux. Elle est magnifique, cette chanson. À la première écoute, vous savez qu'elle est pour vous et que ça va marcher? Oui, je savais. Je savais parce que je ne pensais pas que ça allait marcher comme des chansons comme Adieu mon pays ou comme Enfant de tout pays, comme Les filles de mon pays et tout ça. Mais je pensais que c'était une chanson qui allait me faire prendre un virage. Je pensais que Orange amère, c'était une nouvelle forme de création, quoi. J'ai encore 2-3 petites questions et puis après on va passer aux questions du public, mais je voulais quand même dire que j'ai assisté à un de vos concerts une fois et je voudrais juste raconter cette anecdote. Juste avant, je voudrais vous demander, parce que c'est une question d'une de mes amies, les filles de mon pays, c'est que les filles séfarades ou vous comptez aussi les ashkénazes? Moi, je lui ai dit que ça ne comptait absolument pas les ashkénazes, que ça comptait uniquement les filles séfarades. Donc, est-ce que vous pouvez préciser, les filles de mon pays, c'est quoi? C'est toutes les filles. Alors, c'est elle qui avait raison, tant pis, c'est pas grave. Je voulais garder ça pour moi. Je me disais, pour une fois qu'on a un truc, elles ont l'intelligence, tout ça, machin. Nous, on sait faire des gâteaux, la bouffe. Non, mais elles sont belles quoi. Elles sont magnifiques aussi. Elles ont quelque chose de spécial. Mais les séfarades, c'est autre chose. Merci, Enrico. Merci. Si vous pouvez le répéter, les séfarades, c'est autre chose. Donc, j'ai assisté à un de vos concerts et je voudrais juste raconter cette anecdote. À l'époque, j'étais donc avec mon ex-mari et on était à l'Olympia. Et donc, il fallait descendre des petites marches. Et il y avait beaucoup de femmes âgées. Excusez-moi, Enrico, vraiment. Et il y avait des femmes âgées, mais vraiment âgées, quoi. Avec des bouteilles d'oxygène, avec des déambulateurs. Et donc, on les aidait, etc., à s'installer. Vous avez commencé
à chanter. Ça veut dire vous êtes arrivés, le rideau s'est ouvert, il y a eu l'orchestre qui a commencé à chanter. Alors, il n'y avait plus ni bouteille d'oxygène, les déambulateurs ont volé, elles se sont toutes levées, elles ont frappé dans les mains. Et donc, j'ai dit à mon ex-mari, donc la dame qui tout à l'heure ne pouvait pas marcher, là, elle est en train de danser, gars. Regarde, elle est vraiment en train de danser. Comment vous expliquez la folie qu'il y a dans vos concerts? Je ne sais pas comment vous expliquer. Non, mais c'est la folie, on est d'accord. C'est la folie. La folie, ouais, les gens sont debout, les gens qui veulent rester assis derrière ne voient rien. Mes spectacles n'existeraient pas s'il n'y avait pas un spectacle dans la salle. D'accord. Parce qu'il y a une communion telle avec le public que, vous savez, je ne suis pas le genre de chanteur comme Yves Montand qui chante et puis c'est tout sur scène et puis on le regarde et puis on l'applaudit, on l'admire et tout ça. Moi, j'ai besoin de la participation du public. C'est un autre spectacle. Moi, c'est spécial. Enrico, je vais laisser la parole au public parce que je sais qu'il a très, très envie de vous poser des questions. Je voulais vous dire que j'ai passé un moment formidable et que je fais ce métier uniquement pour vivre ce genre de moment-là. Donc, je voulais vous remercier infiniment. Virginie, je voudrais vous dire que vous avez été super et que les questions que vous m'avez posées m'ont inspiré pour vous répondre tout ce que je vous ai répondu. Merci beaucoup, Enrico. Je repasse la parole à Gad. Merci infiniment. Merci, Enrico. Alors, je peux vous dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de messages pour vous remercier, pour vous souhaiter une bonne santé, pour exprimer la joie de vous voir en forme, Enrico. Donc voilà, je relais tout cela avec des participants qui sont partout également, Enrico. Je vois un énorme bisou d'Alger pour Enrico de la part de Salim. Je vois Najat qui vous dit, Enrico, que nous irons à Jérusalem, juifs, musulmans et chrétiens. C'est ce que vous inspirez. Je vais relayer une question de Jean-François qui vous dit la chose suivante. Malheur à celui qui blesse un enfant, enfant de tout pays. Votre capacité d'adaptation ne réside-t-elle pas dans votre attachement à l'enfance qui vous aide à rester jeune? C'est vrai que j'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux enfants, parce que les enfants, c'est dans l'humanité, dans la société dans laquelle nous vivons, sont les futurs représentants de cette société. Et il ne faut pas les rater. Vous savez que les enfants ont une mémoire exceptionnelle. Et quand vous leur faites du mal, ils s'en souviennent. Et si vous leur faites du bien, alors ils s'en souviennent aussi. Donc, si vous voulez mieux, on les aide à acquérir une certaine connaissance pour être de mieux en mieux et de se développer dans le positif. Alors, je vais donner la parole à Ariel pour qu'il vous pose directement sa question. Ariel, vous allez activer. Voilà, on vous entend, Ariel, allez-y. Ah, la qualité du son n'est pas bonne, Ariel. Donc, est-ce que vous nous entendez? C'est pas Abdel, c'est Ariel, non? Oui, c'est Ariel. Mais bon, je désactive Ariel, désolé, parce que votre micro ne fonctionne pas bien. Alors, je vais relayer maintenant une question de Florent, qui est heureux de vous voir en forme et qui vous demande quels sont vos prochains projets, Enrico. Eh bien, mes projets, c'est de faire un nouvel album. Je devais faire l'Olympia, mais ça a été reporté à avril 2022. Et puis, donc, on prend date en avril 2022 à l'Olympia. L'Olympia, et peut-être avant, une tournée en Israël. Ah là là, canon! Que j'ai raté la dernière fois. Et là, maintenant, dès que ça va être possible, je vais venir en Israël. Formidable, vous répondez à beaucoup des questions là sur Israël. Alors une question un peu rigolote de Nicolas qui vous demande à quand un dîner-concert clandestin à la Boule Rouge? Ah oui. Alors là, j'ai essayé de convaincre Raymond de la Boule Rouge de nous ouvrir la Boule Rouge que pour quelques amis.
il n'a pas voulu être clandestin. Alors que clandestin, oubliez, ça sera comme avant la boule rouge. Mais c'est vrai qu'on peut voir Enrico à la boule rouge. Moi, ça m'est arrivé. Et Enrico, il a un truc génial, c'est qu'il mange à l'américaine, en fait. Il mange avec un ami à lui, mais à côté de lui, pas en face. Et comme ça, il voit les gens passer. Et moi, je vous parle là, je ferme les yeux, je suis sûre que vous sentez un troisième homme de Caron ou un homme de chez Caron, c'est sûr. Et je sens le couscous de la boule rouge. Quand je vous vois, c'est comme une espèce de Madeleine de Proust. On pense à la boule rouge et on pense à pour un homme de chez Caron. Je suis sûre que c'est votre parfum. C'est le parfum de mon grand-père, c'est sûr, c'est votre parfum. Ça a été mon parfum. Voilà, je le savais, vous avez changé, c'est très bien. Bon, j'ai changé depuis. Alors, juste Gad, on a une anecdote de Patrick Klugman qu'on salue, qu'on va recevoir bientôt, et qui dit qu'en fait, en pleine campagne municipale, il a accompagné Anne Hidalgo à un concert de vous, et emporté par les you-you, elle lui a proposé d'être adjoint au maire si elle gagnait. Et il écrit « Je suis certain que si on avait été voir Michel Sardou, elle ne m'aurait rien proposé du tout. » Voilà. Donc, Patrick Klugman a fait carrière comme adjoint. Grâce à vous. Grâce à vous. Enrico, quelques messages. Odile nous dit « Je ne suis pas juive, mais je suis fan depuis l'âge de 10 ans. J'ai entendu votre magnifique chanson « Enfant de tout pays » et j'ai été vous entendre à l'Olympia. Il y en a des dizaines des messages, des témoignages comme cela, Enrico. Vous êtes conscient de l'impact que votre personnalité reflète auprès du public aujourd'hui, Enrico? Oui, je suis très, très conscient, bien sûr. Ça fait 60 ans que je chante. Comment vous expliquez que vous plaisez autant à la communauté juive, aux musulmans aussi, parce qu'effectivement, vous leur rappelez leur pays d'origine, mais aussi à des gens qui n'ont strictement rien à voir avec tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour faire l'unanimité comme vous le faites? Je ne sais pas si je fais l'unanimité. En tout cas, ils sont très nombreux à adhérer à mon style de chanson. Et puis aussi, vous savez, je me vantais peut-être d'une qualité que j'ai, c'est que je suis un chanteur authentique. Je ne suis pas du tout, je ne triche pas avec le public. Et je crois que les gens... Ils le sentent? Me le sentent, et même à cause de ça. Un message, Enrico, un message de Kemley qui est à La Réunion et qui vous dit que vous avez eu l'occasion de venir à La Réunion en 2003 ou 2004. Il était enfant, il avait 3 ans, et que sa maman a fait de lui votre fan numéro 1 et que vous l'accompagnez chaque jour aujourd'hui. Et pensez-vous revenir à l'île de La Réunion prochainement? Écoutez, bien sûr, là en ce moment c'est difficile parce que les frontières sont fermées à cause du Covid, mais j'aimerais bien retourner à La Réunion, j'ai adoré cette île. Et puis alors j'ai adoré aussi l'île Maurice en face. Muriel nous dit Enrico, que finalement il n'y a personne de plus essentiel que vous. Bon, Muriel est forcément amoureuse. Et il est normal que les personnes âgées n'aient pas besoin de leur oxygène, puisque Enrico est leur oxygène. Eh bien, dis donc, Muriel. Ben, c'est formidable, parce que moi-même, je suis une personne âgée. Alors, c'est pour ça que tout va bien, parce que je suis moi-même de l'oxygène. Alors, tout va bien. Voilà, vous êtes notre oxygène. Un message de Joseph qui vous salue de Cape Town, en Afrique du Sud, Enrico. Et également de Karim qui vous salue de... alors, je vérifie. C'est Ariel. Ariel, vous nous entendez? Non, on a toujours un souci avec le son d'Ariel. Et Karim qui vous salue d'Algérie. Il ne nous dit pas de quelle région d'Algérie. Et il vous demande qu'est-ce qui vous manque le plus de votre enfance en Algérie?
qui me manque, c'est les couleurs, les odeurs, le soleil de là-bas, ma maison, mon école, ma grand-mère, mon grand-père qui m'ont élevé, ma mère, mon père, mon petit frère avec qui je jouais au foot dans la rue, tous les copains, l'épicier, le charbonnier, ouais, tout ce qui faisait ma vie quotidienne là-bas, ça me manque. Une remarque de Laurent qui vous remercie d'avoir inventé cette chanson Une fille à marier parce que, dit-il, il en a 5 à marier et chaque fois qu'elle le saoule, dit-il, eh bien, il leur met cette chanson. Voilà. Non, mais ce que je veux dire aussi, Gad, parce que Laurent, il se trouve que je le connais et il écrit aussi un autre commentaire très joli, Enrico, et il faut quand même que vous le sachiez. Laurent a perdu son papa pendant le Covid. Et c'est vrai que quand on vous entend parler, moi, j'entends parler mon grand-père. Lui, il entend parler son père. Et donc, on vous dit jusqu'à 120 ans, en bonne santé, parce qu'on a besoin de vous, Enrico, en fait. Voilà, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de votre bonne humeur, on a besoin de votre pêche. Et on a surtout besoin de votre histoire, l'histoire que vous transmettez depuis maintenant très longtemps. Je crois qu'en juillet 61, c'est l'anniversaire de votre passage dans 5 colonnes à la une. Donc, ça va faire… 62. Octobre. 62. Ah, je suis un peu en avance. Ça va faire 59 ans cette année. Le 5 octobre 1962, je suis passé à 5 colonnes à la une. Alors, c'est fou parce que ça va faire presque 60 ans de carrière dans un an. Donc, on refera une émission dans un an pour fêter vos 60 ans de carrière. On refera un Zoom encore. Voilà, on refera un Zoom. Simplement pour préciser, Karim nous dit qu'en fait, il est installé aux États-Unis. Il est canadien-américain d'origine algérienne. Voilà, c'est Karim qui nous a posé la question. Ils sont partout, ces Algériens. Comment ? Ils sont partout, ces Algériens. Ils sont partout, oui. Vous avez également les salutations de Pierre de San Francisco, Enrico, qui est juif d'Oran et qui est fier de vous dire qu'il ne fait aucune différence avec les Ashkénazes puisqu'il en a épousé une. Voilà. Mes petits-enfants, leur père est Ashkénaze, alors je les adore pareil. Quand même. Voilà, alors Salim nous dit un mot très mignon, puisqu'il vous remercie parce que sa maman est aux anges, puisqu'elle vous regarde en ce moment même dans son salon à Alger. Voilà. Super, je vous embrasse très très fort à Alger. Voilà. Et je vais également poser une dernière question d'Ariel, puisqu'on a un souci avec son micro. Alors, je vais relayer sa question. Donnez-moi juste un petit instant, Ariel. Je vais retrouver votre question parce que dans le flow, il y a plusieurs centaines de messages. Donc, je suis vraiment désolé de prendre ce temps. Alors Ariel, je ne retrouve pas parce qu'il y a beaucoup trop de messages. Est-ce que vous pouvez essayer de parler, Ariel? J'ai réactivé votre micro. Voilà, je suis là, vous m'entendez un petit peu? Ah, formidable, oui, Ariel, allez-y. Vous teniez à poser votre question, vous avez la parole. Voilà, donc il y a une chose très importante, comme on avait parlé avec Enrico Macias, n'est-ce pas, Ni'im Zemirot Israël, comme on dit chez nous pour les Chazanim, à propos de l'intégration à la synagogue des airs de vos chansons. Igdal Elohim Chai ve'ishtabach, nimtza ve'en'et el metziuto, echad ve'en yachid, mais tout le pays, enfin, que pensez-vous de ça, de cette intégration? C'est passé dans la sainteté, n'est-ce pas, dans les synagogues, n'est-ce pas? Vous savez, dans le monde entier, je suis fier quand même que dans les synagogues, on chante les prières avec mes musiques. Et moi, je suis très, très content de ça. Et la première fois, c'était à Eilat. J'avais été dans une synagogue à Eilat et j'ai entendu la musique de Haut Talent de ses souliers avec une prière. Voilà.
Et partout, on fait la prière, le Shabbat, c'est la fête. C'est la fête, il faut le dire, hein, c'est la fête, vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci. Je suis aussi chazan et on peut pas, c'est dans d'autres parties de la prière, n'est-ce pas? C'est là, quoi. C'est vraiment là. C'est-à-dire que Enrico, il est tellement universel qu'on l'écoute sur sa platine, mais on l'écoute également à la synagogue. Ah oui. Et ça, c'est très rare. Merci beaucoup, Ariel. Merci. Je vais maintenant permettre à Najat de poser une question. Najat, je demande… Alors, j'active ton micro. Voilà, il suffit de l'activer de votre côté, Najat. Oui, c'est bon? Oui. Oui. Ah, super. Ben, j'ai le cœur qui bat à je ne sais pas combien de degrés. Merci pour cette proposition. Alors, Najat, je suis marocaine, d'origine marocaine, musulmane. Gad Ibghi est un grand ami. Nous avons fait une formation, en fait, nous avons fait une formation qui s'appelle Emouna, qui rassemble toutes les religions et voilà. Moi, je suis ravie d'abord d'une fierté de ma judaïté. Moi, je parle de judaïté alors que je suis musulmane, mais parce que le Maroc… La plus juive des musulmanes. Ah, tu confirmes, Gad. Mais c'est exceptionnel, cette rencontre qui a pu être mise en place. Moi, je me demandais si vous, à votre tout jeune âge, vous seriez en capacité de venir avec nous dans une classe ou faire une conférence pour parler de votre histoire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, moi je ne supporte plus que les jeunes d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me blesse profondément, ne croient plus à la valeur de la laïcité et dire que le Coran est au-dessus des lois, ce n'est plus entendable, ce n'est pas entendable pour moi. Et j'estime que vous êtes, pour moi, vous représentez la paix, la liberté, la fraternité. Et la fraternité… La tolérance. Oui, mais voilà, moi, c'est la tolérance, mais plus au-delà, c'est la fraternité. Et vous parliez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de fraternité, qu'il se passe des choses même dans les familles. Mais moi, il y a une vraie fraternité qui existe et qui existera. Et nous irons ensemble à Jérusalem, c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'espère que vous serez avec nous. J'espère que vous serez avec nous. C'est ça que je veux dire. Si Dieu veut. Oui, et voilà. Il le voudra. Voilà. Merci Enrico. On ne va pas relayer. Il y a beaucoup de messages. On peut pas, Enrico. Il faudrait 3 jours. Il faudrait poser 2 jours de RTT. On ne peut pas. On va remercier toutes celles et tous ceux qui ont suivi cet événement. On va évidemment vous remercier, Enrico, de ce moment suspendu, de bienveillance, de gentillesse, d'un moment qui vous ressemble. Et puis, peut-être le dernier mot à Virginie avant de vous le laisser à vous, Enrico. Non, mais moi, j'ai pas de mots, moi. Là, j'ai 12 ans, en fait. Je sais pas. J'ai jamais vécu un moment pareil, franchement, et j'ai interviewé plein de gens. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir vraiment parce que, en règle générale, les gens ont plutôt besoin de parler, de vendre quelque chose. Vous le faites comme ça, gratuitement, un dimanche soir. Alors, OK, on est confiné, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de resto. Mais franchement, c'est un tellement beau cadeau que vous nous avez fait là que vraiment, j'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est merci. Merci et on compte sur vous et on vous aime. Voilà. Et on va également remercier Jean-Claude, qui n'est pas très loin. Oui, Jean-Claude, qui a tout installé. Voilà, il est là. Je voudrais vous remercier, vous, Virginie, pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci Gad, d'avoir coordonné toutes ces questions avec tout le public qui, j'imagine, nous a suivis dans ce moment extraordinaire qu'on a partagé avec eux du monde entier. Alors, ma chanson « Enfant de tout pays », c'est un rêve que je réalise aujourd'hui parce que je pense que j'ai fraternisé avec le monde entier. Voilà. Amen. Merci beaucoup Enrico, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Virginie avec
avec Émilie Fraîche pour juive et écrivain, ou juive ou autrice, comme vous voulez. Voilà, et pour ce qui est de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, nous vous donnons rendez-vous également dès demain pour une leçon de Félix Pérez concernant Lévinas, la pensée de Lévinas, dès demain soir à 19h, et puis sur le site internet de l'Écuge et de l'Institut. Et Gad, il faut le dire, il faut le dire, on essaie d'apporter des moments un peu sympas aux gens, surtout qu'on sait qu'on est confinés en Israël et en France. Donc, si vous avez passé un bon moment, voire un très bon moment, voire un très très bon moment, eh bien, vous pouvez aider l'Écuge financièrement. Même les petits dons permettent à l'Écuge de continuer de fonctionner en cette période confinée. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci de le rappeler, Virginie. On vous dit à très bientôt, à toutes et à tous. Merci beaucoup, Enrico. À très vite. Au revoir. Alors, je finirai en disant donnez. Ah, je ne l'avais pas espéré. On est à Écuge, hein, ça s'appelle. Voilà, l'Écuge, et Dieu vous le rendra au centuple. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.